Excellent week-end à tous et à chacun, fidèles téléspectateurs, c'est la grande édition du journal sur Actu en télévision. Tout de suite, les titres. Des nouveaux affrontements ont opposé ce samedi les Wazalendo et les terroristes du M23 dans les agglomérations des Buisans, territoire des Rutshuru au Nord Kivu. Le M23 se sert de la population pour piéger les groupes d'autodéfense Wazalendo, alerte la société civile locale. On s'achemine vers le retour des cantines scolaires dans les écoles congolaises. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a évoqué cette question vendredi au Conseil des ministres. Le ministre de l'EPST présentera à ce sujet un plan de travail qui va concerner les écoles pilotes. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Les rebelles M23 prennent de nouveau les contrôles de la cité de Kichanga dans les territoires des Massissi au Nord Kivu. Derrière cette progression des terroristes soutenus par le Rwanda, la société civile locale voit une forme de réticence des troupes de l'EAC qui n'ont fait qu'observer l'entrée des M23 dans la cité. On écoute Télésphore Mitondeke, porte-parole de la société civile à Massissi. À ce moment, nous pouvons vous confirmer en tout cas la reprise, la réoccupation de cette cité stratégique de Kichanga par les terroristes du M23. Et c'est là exactement après une débandade généralisée de la population de cette cité que donc c'est vraiment farfelu, c'est très farfelu qu'on puisse rapporter encore une fois cet état des choses. C'est vraiment une fois de trop, c'est une fois de trop. C'est une calamité. Vous savez que nous n'avons cessé d'alerter l'opinion que les contingents de l'EAC ne faisaient que bouclier, ne faisaient que béquille en faveur des terroristes du M23. Si vous rentrez en territoire de Rutshuru avec la porosité de nos frontières, mais les militaires RDF quittent le Rwanda et facilement transitent en République démocratique du Congo, en territoire de Rutshuru exactement parce qu'ils se baladent là-bas. Il faut d'abord une promenade de santé avant d'aller mettre en moule certaines entités de Massissi ou de Rutshuru ou alors d'autres entités du Nord Kivu. Mais tout cela, on a toujours attisé, on a toujours alerté, mais aucune solution par rapport à ça n'a jamais été trouvée. Les FARDC continuent à rester encore une fois dans ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, les cessez-le-feu, mais les cessez-le-feu qui a été initié au sein de l'EAC, qui ne bénéficie qu'aux terroristes du M23, et au Rwanda, qui a monté de toute cabale ces groupes terroristes. Entre-temps, les affrontements ont repris ce samedi entre les terroristes du M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo dans la chefferie des Buisans en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Annonce alerte faite par la société civile locale selon Jean-Claude Bambanzé, président de la société civile de Rutshuru. Les terroristes du M23 utilisent la population comme bouclier pour piéger les Wazalendo. Il a été joint au téléphone par Josué Bengbazo. Les affrontements ont repris, hein. C'est pas sur toutes les lignes, mais c'est surtout sur la ligne de front de Buiza, où depuis tout ce matin, la M23 a lancé des assauts sur différentes positions de Wazalendo. Et donc les combats sont très rudes autour de Buiza. Pourquoi? Parce que donc l'M23 a pris des populations Tutsi comme des boucliers. Il s'est installé au sein des populations pour piéger les Wazalendo afin de larguer des bombes et que s'il y a quelqu'un qui est atteint, que l'on crie au génocide. C'est comme ça que les Wazalendo ne parviennent pas vraiment à entrer en profondeur de Buiza par peur de se faire piéger avec toutes ces populations civiles qu'ils ont pris en otage comme bouclier. Et que donc présentement les combats se déroulent autour de Buiza. Bien entendu, donc on doit aussi être très prudent. Pourquoi? Parce que avec tout ce qu'il y a comme renfort d'éléments RDF, UPDF de ce côté, et donc, il faut vraiment comprendre que les combats sont très rudes. Et jusque-là, en tout cas, l'EAC ne fait rien. Non seulement du côté des Tongo, l'EAC a facilité les renforcements du M23. Et pour l'instant, devant ces combats, il n'interdit pas ces combats, il ne fait rien. Et pour nous, en tout cas, il faut noter que vraiment l'EAC
surtout le contingent kenyan, ougandais, sud-soudanais, ne sont pas vraiment différents des éléments M23 parce que ce sont eux qui leur facilitent non seulement le ravitaillement, l'acheminement de matériel et même les transports de tous ces combattants. Sachez que deux rebelles du M23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont été présentés à la presse vendredi dans la soirée par les porte-paroles de la 34e région militaire au Nord Kivu, les lieutenants-colonels Guillaume Njiko Kaike. Ces rebelles ont affirmé avoir travaillé avec les militaires rwandais. Ces éléments M23 qui se rendent chaque jour. Ils ont été présentés à la presse ce vendredi 20 octobre 2023 en début de soirée dans la ville d'Igoma. Eux, ce sont des éléments du mouvement du 23 mars qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Il s'agit de Claude Tuisenge et Avugaba Sore. Devant le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de FARDC au Nord Kivu, qui les a présentés à la presse, ces hommes déclarent qu'au sein du M23, il y a des militaires rwandais en qualité de combattants et d'instructeurs. Natoka Kibumba, kapatikana mu gouvernement. Pale Kibumba iko defense ya M23. Ni kamata mubaya. Kisha ngakuya kuripoti mu gouvernement. Nawaambia wale wengine bali bakia kule bakuye baripoti mu gouvernement. Oui, nous travaillons avec les militaires rwandais et ce sont les instructeurs. Les militaires rwandais vont au combat. Je priais à ceux qui sont restés là de se rendre au gouvernement aussi. Par les billets de son porte-parole en province du Nord Kivu, l'armée congolaise lance un message à ces mouvements déclarés terroristes. Ainsi donc, le preuve sur l'agression rwandaise au Nord Kivu ne font que s'accumuler. Ces éléments M23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des désordres que crée le M23 dans notre zone de responsabilité, en violation du cessez-le-feu tel que voulu par les chefs d'État de la sous-région à Luanda et à Nairobi. Donc, ils se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous lançons un message à l'endroit de M23, appuyé par l'armée rwandaise, de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement comme voulu par les chefs d'État de la sous-région. Et c'est le moment. Revenons à Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé vendredi la traditionnelle réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Dans sa communication, le président de la République a chargé le gouvernement de veiller à la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires de Kwamut au Maïnombe, mais également à Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyer. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamut et une libération progressive des territoires de Massissi et Rutshuru en proie à l'agression rwandaise à travers les terroristes M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre, chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamut et de superviser, avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et anciens combattants, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rutshuru et de Massissi,
Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Le retour des cantines scolaires dans différents établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique a également été évoqué par le président de la République dans sa communication au Conseil des ministres. Il a instruit les ministres de l'EPST de présenter un plan de mise en œuvre de ces projets. Le président de la République a rappelé la nécessité d'instaurer des cantines scolaires au sein des établissements scolaires pour la restauration de nos enfants, car la capacité d'ingérence et de concentration propre à chaque enfant est largement tributaire de l'énergie qui les transcende elle-même dépendante d'une alimentation saine et équilibrée. Considérant la prévision des crédits budgétaires 2024 alloués au projet d'appui aux cantines scolaires, le président de la République a appelé le gouvernement à définir dès à présent la méthodologie d'opérationnalisation de cantines scolaires pour une implémentation dans une dizaine d'écoles pilotes, particulièrement celles localisées dans les milieux comportant beaucoup d'élèves provenant des couches sociales défavorisées. Le ministre de l'EPST a été chargé de présenter une feuille de route y relative. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé la campagne de sensibilisation aux élections générales du 20 décembre 2023. La cérémonie relative s'est déroulée en présence notamment des membres de l'Assemblée plénière, de la centrale électorale, des représentants des partenaires techniques et financiers, mais aussi les patrons des médias. La Commission électorale nationale indépendante tourne son moteur pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La campagne de sensibilisation est un moment crucial au processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à exactement 2 mois de scrutin couplés à venir. Dans ce mot, le président Denis Kadima a mis en avant les enjeux de ces consultations électorales qui continuent de mobiliser toutes les forces vives de la CENI qui y travaillent d'arrache-pied pour élever les défis et gagner ses paris. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité. Le président de la CENI a rappelé l'engagement de son institution de n'exclure aucun candidat remplissant les conditions requises. L'appel est donc lancé à la population pour une sensibilisation maximale. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation des partenaires de la société civile, particulièrement les associations populaires, les confessions religieuses, les organisations féminines et des jeunes, les structures d'encadrement des personnes handicapées et des peuples autochtones, les médias et particulièrement les radios communautaires pour une sensibilisation maximale des électeurs. Juste après, le président Denis Kadima a donné le départ devant les sièges de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville, Kin-Est, Kin-Centre et Kin-Ouest, en vue de porter au loin le message des sensibilisations de masse. Le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2022 déclaré recevable au Sénat après les votes en seconde lecture. C'était lors de la séance plénière de vendredi dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Sur 88 sénateurs qui ont pris part au vote, 86 ont voté pour, un seul a voté contre et une abstention. C'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a présenté ce texte devant les sénateurs. Je vous propose de les suivre dans cet extrait. Ces dépassements, oui, ces dépassements interviennent toujours, régulièrement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. De mon point de vue, c'est d'abord l'expression du fait que les budgets, au moment où ils sont formulés, ne sont pas réalistes. Et ça, on le sait. Et nous le voyons même au niveau gouvernemental. Pendant la préparation du budget, les gens sont occupés à autre chose. Et une fois que le budget est adopté,
dans les détails, les gens veulent commencer à dépenser, à travailler, et souvent il y a une différence entre les ambitions affichées et ce qui a été prévu. Donc je n'ai pas de honte à dire que nous devons encore renforcer la qualité des prévisions budgétaires. C'est un fait, nous devons renforcer. En plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'entre les ambitions affichées et le montant validé, il y a une grande différence, parfois qui va du simple au triple au quadruple même. Donc, qu'il y ait des dépassements budgétaires est finalement normal, on peut s'y attendre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir progressivement de cela. Il s'observe depuis plusieurs jours une carence des carburants dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, occasionnant ainsi la hausse des prix de la course aussi bien en taxi qu'en moto dans cette partie du pays. Interrogé à ces sujets, Providence Mouinga, président de l'association des pétroliers du Nord Kivu, a signifié que cela est dû aux différentes taxes imposées aux conducteurs. Il plaide pour la réduction des taxes pour stabiliser les prix sur les marchés. Donc aujourd'hui, ce que vous constatez comme carence dans la vie, c'est parce que les gens ne sont plus capables de renouveler le stock. Ils sont en train de vendre à perte et ils ne peuvent pas continuer à vendre comme ça. Si vous circulez dans la ville, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de stations sont occupées par de nouveaux propriétaires. Pourquoi les nouveaux propriétaires? Parce que les anciens sont tombés en faillite. Et quand vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à mesure de renouveler le stock, vous faites plus vos installations. Alors maintenant, pour protéger, pour que le peu qui reste se protège, ils disent non. Nous ne pouvons pas continuer à vendre à perte. Parce qu'un commerçant, quand il engage son argent, c'est pour qu'il gagne et pas pour en perdre. À un moment donné, quand vous perdez une fois, deux fois, trois fois, le risque c'est de tomber en faillite. Je stoppe d'abord pour observer et voir où est-ce que nous allons. On n'est plus à mesure de renouveler le stock. Nous avons informé l'autorité qu'aujourd'hui, il est difficile de renouveler le stock et qu'on ne peut plus continuer à vendre à perte. Et donc, nous attendons la réaction de l'autorité. Nous étions en contact hier et même aujourd'hui avec Kinshasa. Ils nous ont rassuré que le problème était mis à l'ordre du jour dans le Conseil des ministres et ça a été débattu et nous pensons que d'ici là, il y aura une solution. Dans le reste de l'actualité, notre confrère Stanis Boujakera était devant le juge le vendredi dernier à la prison centrale de Makala. Au cours de cette audience, ses avocats ont sollicité et obtenu un rapport de 2 semaines pour une contre-expertise du rapport du ministère public. Les correspondants du Jeune Africain RDC est poursuivi notamment pour falsification des sceaux. Là, je suis sur les 2 premières préventions, de falsification de sceaux et d'usage de faux qui, d'après le ministère public, est contrefait. Nous sommes là et nous avons exigé notre contre-expertise par rapport à l'expertise du ministère public. Jusque-là, le tribunal s'est réservé d'acquiescer notre demande en pensant que ce n'est pas encore opportun. Et le moment venu, le tribunal pourrait accéder à notre demande. C'est sur cet état de procédure que l'audience a été remise à décider. Un mot sport avant de nous quitter, le tout-puissant Mazembe, c'est le club congolais présent dans la première édition de l'African Football League, fera son entrée en lice en compétition ce dimanche 22 octobre face à l'Espérance des Tunis au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam. Nous sommes là en Tanzanie. Ces matchs aller des quarts des finales de la Super League africaine est très spécial pour les TP Mazembe qui s'est préparé en conséquence. On ne le présente plus, c'est quand même un des clubs les plus titrés en Afrique. Et l'année dernière, ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions.
Donc les matchs Espérance Mazembe, ça a toujours donné des très bons matchs, en tout cas très engagés, très disputés. Et ce match-là ne va pas déroger à la règle. Ça va se jouer à pas grand-chose. Et voilà, c'est un bon match à regarder, c'est un bon match à jouer, en tout cas quand on est joueur et quand on est entraîneur. Les matchs Espérance Mazembe, c'est des matchs épiques. Hein, ça, c'est des matchs vraiment qui se jouent parfois à pas grand-chose. Et ce match-là ne va pas déroger à la règle. C'est une bonne équipe, Espérance, Mazembe aussi. Et chaque équipe voudra gagner parce qu'on est là, on est des compétiteurs, on est là pour gagner. Et on sait que ce ne sera pas facile, mais aussi on ne leur facilitera pas la tâche. Donc voilà, j'espère que ça va se jouer dans un bon état d'esprit, surtout. C'en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis, à tous et à chacun. Passez un très bon week-end.